David, ça te dirait qu'on se fasse une émission dans un café comme ça où on va rien entendre avec des bruits de gosses, des vieux, des bruits Qu'est-ce de que tu dis? verre. J'entends rien. Ouais, ça te branche alors? T'as envie de le tenter ou pas? Bah écoute, si tu payes le café, je veux bien. Ouais, ça va faire France Inter, ça va être sympa. On le tente. Allez, on y va. Allez, on y va. On y va. David Fossard, bonjour. Bonjour, Jérôme. Gorgeau. On est à Troyes, là, dans l'Aube, dans l'est de la France. Ouais, il fait soleil. Tu es domicilié à Troyes, toi? Oui, ouais, ça fait maintenant 17 ans que je suis à Troyes. Tant que ça? Le temps passe vite, je suis arrivé en 2005. Waouh. Ça va faire 18 ans cette année. Bientôt être majeur de Troyes. Troyen. Et depuis Troyes, tu es un habitué des Goscopic Radio, mais là, depuis Troyes, tu gères une maison d'édition à toi tout seul. Voilà, j'ai monté une maison d'édition il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'était novembre 2019 pour être précis, que j'ai appelé Chomington. Et je fais contraction de Chaumont, notre ville natale, où il ne se passait pas forcément grand-chose, et d'une ville américaine imaginaire, un peu à la Washington, donc Chaumont, Washington, Chomington. Et en fait, moi je t'ai vu lancer ça il y a 3 ans, et tu bosses comme un enragé, hein. Moi je le vois, c'est de la folie, hein. T'as pas de jour de repos dans une semaine, et t'as pas beaucoup d'heures de repos dans une journée, mais tu es passionné, mais ça se paye, c'est-à-dire tu fais tout sur ta maison d'édition. Mais aujourd'hui, on reviendra sur le quotidien un peu, mais aujourd'hui on a quasi une dizaine de livres. Oui, en fait on en a 10. Alors il y en a 2 qui ont des versions différentes que je compte comme 2 livres. Il y a un livre où j'avais fait une couverture en 3D, donc il y a la version normale et la version 3D, je pense que ça fait 2 livres. Et j'ai sorti une bande dessinée un peu manga dernièrement qui s'appelle Santa Frances, et il y a une version française et anglaise. Donc je considère que c'est 2 livres, mais j'ai effectivement 10 titres. Je viens de sortir Bogus Book 4, qui est le 4e volume d'une série où on retrouve plus de 80 artistes par livre. Et il est sorti il y a un peu plus d'une semaine, et donc c'est le 10e livre. Parce que dans le milieu de la BD, enfin de l'illustration du livre LGBT, l'édition LGBT, tu t'es fait quand même un nom maintenant en peu de temps, vraiment en 3 ans. Je pense que les gens maintenant, les acteurs renseignés, ils savent un peu que t'étais à Angoulême il y a quoi, il y a un mois, même pas, il y a quelques semaines. C'était il y a 2 semaines, 2 semaines aujourd'hui, on était à Angoulême, ouais. Tu étais sur le stand LGBT de l'ami Jean-Paul Genquin. Oui, Jean-Paul Genquin, qui dirige LGBT BD, m'avait proposé de partager son stand avec lui. Il n'a pas pu venir cette année malheureusement, donc il m'a nommé responsable du stand, et il y avait d'autres artistes impliqués. Et ça m'a permis de montrer des nouveaux titres. Et j'ai été agréablement surpris du retour des lecteurs, parce que étant LGBT, c'est quand même un marché niche. Et Angoulême, c'est très BD, un peu dans tous les sens. Et finalement, on a trouvé un public. On était assez surpris, mais on a trouvé un public. Ouais, je t'ai vu, tu cartonnais. Moi, je passais te voir régulièrement. Tu étais beaucoup occupé à vendre tes bouquins, à rencontrer du monde. C'était vraiment impressionnant, quoi. Quand je vais couper le son en même temps de mes messages, parce qu'ils tombent en même temps qu'on se parle. Ouais. Voilà, les joies du direct. Oui, j'étais content d'avoir trouvé un peu un public, et la seule frustration pour moi, pour Angoulême, c'est que j'ai pas eu le temps de me balader, j'ai pas eu le temps de voir les autres tables et de voir les autres livres. C'est peut-être l'année où j'ai acheté le moins de livres finalement, puisque j'étais scotché à ma table pour vendre les miens, ce qui est plutôt bien. Et par rapport à l'année dernière, ce qui est un peu jouissif, c'est que t'avais, les premières années, ça a été faire Bogus Book, donc qui est un livre, un recueil d'illustrations, on peut dire artistiques et en même temps LGBT, un peu oui, soft, c'est soft. Hein. Oui, c'est très soft. Alors le but derrière Bogus Book, c'est bon, déjà il y a le mot Bogos, c'est un jeu de mots, Bogos, livre de Bogos. Bogos, c'est B-O-G-O-2-S. Hein. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de contraction. Et Bogus Book, ça sonnait bien. Et en plus, le livre est bilingue, donc il y a un mot Bogos en français et Book en anglais. Et l'idée, c'était de rassembler des artistes du monde entier et de montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui dans l'illustration LGBT, plus principalement pour hommes, puisque LGBT, ça peut inclure aussi des femmes, mais là, particulièrement, c'est l'illustration masculine. Et c'est ce qui a commencé ma collection, et j'en sors à peu près un par an. Un par an, sachant qu'à chaque fois c'est 80 artistes, un truc comme ça, chaque bouquin, non? Oui, pas loin, ouais, 86, 87 selon s'il y a des doubles pages ou pas. Donc, ça te fait combien d'artistes au total que tu as édité? Alors il y en a qui reviennent pour d'autres numéros, mais en moyenne j'essaie d'avoir au moins 70% de nouveaux artistes dedans, donc j'ai dû dépasser les 250 artistes. Je dois, à peu près 250 artistes. Des artistes que tu rémunères à chaque fois, il faut expliquer quand même, hein, c'est
carré, quoi. C'est vraiment un sacré travail que tu chopes beaucoup sur Instagram au départ. Oui, alors Instagram, un peu plus maintenant sur Twitter, parce que Twitter se libère de plus en plus, et parce que Instagram a des règles de censure qui sont de plus en plus difficiles, et maintenant même un dessin de quelqu'un en slip ne passe pas, alors que vous avez des vraies photos de gens qui font d'autres choses qui passent. C'est incompréhensible. Ouais. Et du coup, de plus en plus, maintenant, je me tourne vers Twitter, qui n'est absolument pas censuré. Et donc, Tu crois qu'il y a un rapport à la censure avec le LGBT ou pas du tout? Ou c'est juste la nudité ou c'est... Non, je pense qu'il y a un rapport. Je me lance là-dessus sans preuve tangible, mais moi j'ai C'est un vu- ressenti, quoi. Ah, c'est un gros ressenti. Il y a certains comptes d'artistes qui sont ce qu'on appelle shadow bannés, c'est-à-dire qui sont sur liste noire. Et dès qu'il y a 2-3 dessins qui sont signalés, en fait, ils perdent toute leur visibilité. Et moi j'ai observé ça, c'était il y a un peu plus d'1 an, quand il y a la Gay Pride qui est arrivée au mois de juin. Un mois avant, je perdais des abonnés sur ma page. J'en ai perdu 200 ou 300 en 2 semaines. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la chute libre. Et au premier jour de la Gay Pride, j'ai retrouvé quasiment tous les followers, enfin tous les abonnés. Et en fait, tous les amis avec qui je bossais m'ont dit, ah, ça y est, c'est la Gay Pride. Instagram veut jouer la carte du LGBT. Et ils ont levé toutes les restrictions qu'ils avaient sur leur compte. Et pendant le mois du LGBT, tout le monde a retrouvé en fait ses abonnés, etc. Alors après, ça a tenu la route derrière. Ils n'ont pas resserré la vis. Mais c'était flagrant que le jour même du mois de juin, qui est le mois des fiertés, toutes les restrictions avaient été levées. Ouais, donc on peut pas... Parce que toi, sur Instagram, tu pèses lourd, on peut dire. Hein. Moi, je pèse lourd tout court dans la vraie vie, mais toi, Ouais. tu pèses lourd sur Instagram quand même. J'approche les 39 000 abonnés maintenant. J'ai à peu près 9 000 sur Facebook. Et puis bon, Twitter, je vais être trop vieux, mais j'ai encore du mal à utiliser Twitter. Alors, TikTok, toi, t'es une star sur TikTok. Moi, c'est même pas la peine. Mais alors, ce que tu diras pas toi, mais c'est que des fois, en mettant la lumière sur Instagram sur un auteur, Oui. automatiquement, ça lui apporte beaucoup de monde. Comme sur Instagram, tu es quand même un influenceur, quoi. Enfin, Ah, oui. En fait, au départ, les influenceurs, c'est à partir de 10 000 abonnés, etc. Pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus parce que ça, c'est très répandu. Mais j'ai déjà vu des gens qui avaient pratiquement personne sur leur page gagner jusqu'à 400-500 abonnés en 2-3 jours. ouais. Ce qui n'est pas négligeable. Parce que tu les... Parce que je les avais mis en... Je crois que je vais aller avant. buter le gamin qui chiale derrière, Ouais. je reviens. Pas de souci. Mais ouais, donc vraiment, tu as vraiment un impact, quoi. Tu as vraiment réel, quoi. Mais Je pense qu'il y a un suivi, il y a une visibilité qui fait que maintenant, quand je poste quelque chose, il y a un impact. Et j'ai souvent maintenant des artistes qui m'envoient des dessins en message privé en me disant hey, est-ce que tu peux mettre ça sur la page? Est-ce que tu peux me filer un petit coup de main? Il y a plusieurs artistes qui font des financements participatifs comme moi je fais pour mes livres sur des plateformes comme Kickstarter, Ulule, etc. qui me demandent de relayer leur campagne pour avoir un petit coup de pouce. Et il y en a un dernièrement que j'ai relayé. Et il a récupéré une dizaine ou une quinzaine d'acheteurs en quelques heures. Donc il était vraiment très content. Ah oui, tu m'étonnes. Parce que dans le milieu, moi je ne connais pas bien, mais le milieu LGBT, l'édition de LGBT, vous n'êtes pas si nombreux que ça encore. En France, non. Il y avait 2-3 boîtes. Il y avait une boîte qui s'appelait H&O, qui ne publie plus grand-chose maintenant, à part quelques rééditions d'un artiste japonais qui s'appelle Tagame. Il y a les éditions La Musardine, qui ont sorti un livre qui s'appelle TTBM, pareil, une anthologie avec plusieurs artistes, mais ils ont du mal à sortir leur 3e numéro, ça fait un peu plus de 3 ans qu'ils font ça. Et il y a moi, donc Shomington, mais sinon, il y a, sur le marché français, il y a, à ma connaissance, pas grand monde, personne. Alors moi, c'est moi qui le dirais, forcément, c'est pas toi, mais je dirais que toi, la différence, c'est aussi que toi, il y a une espèce d'exigence de qualité. C'est quand même des très beaux objets. C'est pas toujours le cas des autres. Enfin, les autres, c'est aussi un problème peut-être de rentabilité ou de faire des objets plus sympas, plus cheap, tout machin. Mais toi, on n'est pas sur des objets cheap, quoi. C'est vraiment des objets. C'est des beaux livres bien reliés. En fait, c'est beau papier. bête et méchant, mais je fais les livres que j'aimerais lire. Je fais les livres que moi j'aimerais acheter. Donc au-delà d'essayer de faire plaisir à un public, etc., je me fais plaisir à moi, puisque j'ai l'amour du livre. Hein. Toi et moi, on a toujours eu l'amour du livre, de la BD, de toutes ces choses-là. Et quand je reçois le livre en main, il y a une espèce de fierté, c'est comme un nouveau bébé, quoi. Moi, ce qui m'épate, c'est que quand tu as fait Beau Gosse Book, j'étais impressionné parce que les livres sont très beaux, ça fait une très belle collection. Et tu as réussi à monter d'un cran à chaque fois, c'est-à-dire que là, tu vois, le Heilbronn, c'est incroyable, quoi. Et puis, pas que. Ouais, le Heilbronn, c'est un gros livre sur un artiste français qui s'appelle Heilbronn.
c'est une magnifique, rétrospective de sa carrière. C'est un livre. Moi, j'ai toujours dans la tête les collections Taschen. C'est une maison d'édition que j'admire beaucoup, qui fait des très beaux livres. Et mon idée, c'était de faire un équivalent d'un Taschen en LGBT, quoi, quelque part. Et ce livre-là, on a passé 8 ou 9 mois dessus, avec un journaliste qui s'appelle Thierry Ornet, qui m'a aidé pour les textes et pour la rédaction des textes, et mon graphiste Clément Mouchet. Et en fait, on a fait un livre grand format de 240 pages. Enfin, il est magnifique, franchement. Il est superbe. Je ne suis pas le cœur de cible de tes livres parce que c'est pas trop mon truc, mais ça se feuillette avec énormément de bonheur et puis c'est très détaillé. C'est un livre incroyable. À la fin, il y a aussi des textes explicatifs de comment travaille l'artiste, étape par étape. C'est très beau. Hein. C'est vraiment un travail de fou que vous avez fait là. Au-delà d'avoir catalogué toutes les œuvres qu'il a faites, lui travaille en 3D. Donc c'est pas un dessinateur en tant que tel, il se considère comme un sculpteur numérique. Et donc il fait ses personnages en 3D, il peut tourner autour et appliquer des textures Photoshop ou autres. Et le résultat, c'est saisissant de réalisme. Et on a voulu faire une partie technique où il expliquait comment il travaillait. Il a pris comme exemple la couverture du livre et il a détaillé étape par étape comment il réalisait cette couverture. Et c'est fascinant à voir, quoi. Et ce livre, par exemple, qui est magnifique, tu as fait une couverture spéciale aussi. Il y a une édition avec une couverture spéciale. Voilà. En fait, l'idée, c'est quand on a lancé le financement participatif, je voulais faire une version limitée, un peu plus haut de gamme. Et comme ces dessins sont en 3D, on a décidé de faire on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire et j'ai voulu faire une couverture lenticulaire. C'est-à-dire que lenticulaire, c'est une image un peu en plastique en quelque sorte, mais qui donne un effet 3D. C'est un peu comme les yaourts quand on était gamin, non? Avec les images qui bougeaient, non? C'est les images qui bougeaient. Alors il y a deux types de lenticulaires. Il y a l'image qui bouge. Vous avez 3-4 images qui peuvent se suivre un peu comme un mini dessin animé. Et vous avez le lenticulaire en profondeur, où vous avez vraiment une impression de profondeur, comme si vous pouviez mettre la main dans l'image et aller chercher un objet, quoi. Et c'est cette technique-là qu'on a utilisée avec un imprimeur spécialisé dans le lenticulaire qui est basé à côté de Nancy. Et on a fait cette couverture qui est vraiment très chouette. Ouais, parce que là, ça fait des livres de qualité, c'est juste incroyable, quoi. Moi, je suis assez impressionné parce que... Et là, donc, récemment, tu as sauté une étape qui, moi, m'intéressait, c'est que tu t'es venu à la BD. Oui. La BD LGBT, voilà. Et avec un artiste, je te laisse en parler, mais là c'est extraordinaire ce que tu nous fais, parce que tu es à l'aube d'une nouvelle collection, en plus de Bogos Book qui continue. Voilà. Tu viens de sortir le 4e Bogos Book, t'es un enragé de toute façon, ouais. Et là tu as une nouvelle collection qui risque d'être longue, là. Parle-nous-en. Oui, alors en fait c'est un artiste que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux qui s'appelle Jean-Frédéric Connet et qui fait une série qui s'appelle Santa Frances. Je résume, hein, mais en gros c'est l'équivalent d'un Sex and the City, pour ceux qui connaissent la série, mais avec 4 mecs dans une grande ville comme San Francisco qui s'appelle Santa Frances. Et effectivement c'est Sex and the City, alors, City je n'ai pas vu, mais ouais, Sex j'ai bien vu. Ouais, c'est extrêmement explicite, c'est ce qui rend le bouquin assez rigolo. Il y a des histoires, il y a des intrigues, il y a des amours, des amitiés. Puis il y a des scènes vraiment, font les ballons. Quelqu'un qui veut s'instruire. Voilà, quelqu'un qui sait pas comment ça marche. Moi j'ai appris des trucs. Au bout de 2 pages, il pige. Voilà. Et en fait, j'avais discuté avec cet artiste et il m'avait fait un dessin pour Bogos Book 3. Et je regardais vraiment ce qu'il faisait. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit je voudrais lancer mon bouquin, je voudrais faire un livre de tout ce que je publie en ligne. Lui, il a un site qui s'appelle Patreon. C'est un site de mécénat où les gens peuvent payer chaque mois comme une mensualité. Et selon le montant qu'ils payent, ils ont accès à des dessins, des croquis. Ouais, c'est un système qui aide beaucoup d'artistes. Voilà, ce qui s'appelle Patreon. Et pratiquement, il y a beaucoup d'artistes qui en vivent désormais. C'est un peu comme un abonnement Netflix, sauf que vous choisissez 2 €, 5 €, 10 € ou plus. Et selon ce que vous contribuez, vous avez accès à plus ou moins de choses. Et lui, il auto-publiait une version papier à couverture souple qu'il envoyait à ses plus grands mécènes. C'est-à-dire que les gens qui payaient une certaine somme par mois, tous les 2 mois, ils avaient... Toutes les planches publiées en ligne étaient rassemblées dans un petit livre qui faisait comme ça. Et il voulait en faire un vrai livre. Et il est venu me voir parce que je fais des financements participatifs avec Kickstarter, qui est l'équivalent du LUL, mais c'est international. C'est de la précommande en fait. Et il voulait que je lui explique comment ça marche, parce qu'il voulait en faire une lui-même. Et en fait, quand je lui ai expliqué, il m'a regardé horrifié en me disant jamais de la vie je me lance là-dedans. Je le comprends. Parce qu'il faut faire une campagne de 30 jours, il faut suivre des centaines et des centaines de commandes, il faut créer des petits objets de récompense, des goodies, par exemple des marque-pages, des cartes postales, des autocollants, des choses comme ça. Enfin, c'est un travail intense, hein. Je le sais parce que j'en ai fait 7 en 3 ans. Et là il m'a dit est-ce que tu peux pas me le faire? Et j'ai dit écoute, si tu veux. En plus ça m'intéressait vraiment, sa BD.
Donc on a discuté un moment. Et Jean-Paul Genquin, d'ailleurs, un jour m'avait dit mais pourquoi tu publies pas Koné, Santa Français, c'est génial, il faut à tout prix que tu aies ça dans ta maison d'édition. Et je m'étais dit, bah oui, il a pas tort, c'est quand même vraiment un super truc. Mais je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Et quand Koné est venu me voir pour me demander conseil, je me suis dit... Jean-Paul est gentil, mais quand il te disait ça, tu avais peut-être 1 an ou 2 d'existence, quoi. Oui, aussi. Ouais. Accessoirement, quoi. Faut le temps de s'installer, quand même. Et puis, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est l'occasion. Il veut faire un financement participatif, il veut lancer un livre, et ben on le fait, on fait le livre. Et ça a été une expérience très intéressante parce que première bande dessinée, donc, enfin du moins avec lui. Moi j'ai déjà fait de la BD avec toi, avec Egoscopique, on a déjà fait plein de BD, mais c'était la première fois que je faisais une BD dans ce cadre-là. Il voulait une couverture cartonnée, il avait quelque chose de très spécifique en tête au niveau du format, c'est un format presque carré, enfin, il avait beaucoup d'exigences en tant qu'artiste. Et moi en tant qu'éditeur, je me disais bon, est-ce que je suis les exigences de l'artiste? Est-ce que je fais moi ce que j'ai envie de faire? Et puis je me suis dit bah non, en fait on va trouver un compromis tous les deux. Moi en plus j'aime beaucoup les livres cartonnés, je suis pas très couverture souple au départ. Je lui ai dit la seule chose que je veux pas c'est une jaquette. Tu me connais pour savoir que je ne veux pas de jaquette sur mes livres, je déteste ça. Les dust covers. Dust cover, pour moi c'est une aberration. Tu peux me faire 10 minutes là-dessus. Voilà, donc on va éviter. Et donc on a travaillé sur le livre, c'était vraiment un travail intense parce qu'il fallait faire une maquette en français, une maquette en anglais. On a voulu publier le livre en 2 langues. Contrairement à mes autres livres qui sont bilingues, une BD je peux pas mettre à la fois du texte anglais et français dans la même bulle. Ah oui. Donc il a fallu qu'on fasse 2 versions différentes. Qui c'est qui traduisait? Alors c'est lui, il a voulu traduire lui parce que en fait lui il écrit ses bandes dessinées en anglais. Il a vécu à Montréal pendant plusieurs années, il parle couramment anglais. C'est un Français. C'est un Français, il est franco-ivoirien exactement, il est d'Abidjan je crois. Et il a vécu au Canada très longtemps et il a fait toutes ses BD en version anglaise parce que sur le net avec Patreon tout ça, le gros de son public parle anglais. Et donc on a profité pour faire une version française et il a tenu à la traduire, ce qui me convenait parfaitement parce que moi j'ai travaillé la maquette et j'ai travaillé sur des millions de choses à côté, dont le Kickstarter qu'il a fallu organiser. Donc on s'est réparti le travail comme ça. Et le livre est sorti et depuis c'est ce que je peux appeler un carton. C'est actuellement une des plus grosses ventes que j'ai faites de tous mes livres. Et on peut penser qu'il va y avoir au moins 5 suites. Voilà, lui en fait la série est finie dans son scénario et elle fera 6 tomes, enfin 6 volumes. Donc là on a sorti le tome 1. On est en train de préparer le tome 2 qu'on va lancer sans doute en septembre 2023. Alors lui il voulait le lancer tout de suite parce que ça marchait, il dit allez on y va, on les sort. Je dis non, il faut que le temps qu'un livre vive, il faut le temps que les gens le découvrent, le lisent, le recommandent à des amis. Il faut que ça fasse tache d'huile. Et je pense que l'erreur, même si un livre a du succès, c'est de sortir la suite aussitôt, dans la foulée. Parce qu'il faut laisser le temps au livre de mûrir. Enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais il faut que le temps que le livre se fasse découvrir. Puis je lui dis, tu sais, tu prends les exemples de livres comme Harry Potter, etc. Même si elle avait écrit 6 ou 8 livres, elle n'allait pas en publier 3 par an. Il y a un moment, il y a un rythme de parution. Surtout en Europe, on est autour du livre, un livre tous les ans ou tous les 2 ans. C'est ce qui est là, c'est ton travail d'éditeur. C'est à toi de penser ces choses-là, malgré... ça se pense. Voilà. Et là-dessus, lui, il a du mal parce qu'il est en train de terminer le tome 5, parce que ça fait déjà un moment qu'il travaille dessus. Et lui, dans sa tête, il veut passer à autre chose. Mais je lui dis non, il faut laisser le livre vivre. Et on va faire ça. Donc on va sortir le tome 2 autour de septembre pour être prêt pour Noël. Et septembre 2023. Septembre 2023. Et en attendant, à Angoulême... Je pense aux gens qui ont écouté ce podcast dans 50 ans. Ouais, voilà. C'est comme des archives. Ils écouteraient ça avec leur implant dans l'oreille. Voilà. Et entre-temps, à Angoulême, j'ai rencontré un autre artiste italien qui s'appelle Gio Pota, avec qui j'ai déjà travaillé. Il m'avait déjà fait un dessin pour un Book. Et il a sorti une petite BD magnifique, dans un style très studio Ghibli. Ah ouais. Vraiment un dessin très pur, avec des couleurs... Manga, un peu manga, mais vraiment c'est du studio Ghibli. C'est poétique quoi, c'est un manga genre. C'est superbe. En plus, Nausicaa, la vallée, machin. Ce genre de truc, et en plus ça se passe dans une espèce de romantique ou un truc comme ça. Et la couverture est superbe. Et je dis mais c'est quoi ce truc? Il me dit j'ai un petit bouquin, je vais te le montrer. Donc il m'a montré, il lui restait une petite édition. Et il les imprimait lui-même et il en avait plus. Et personne n'est intéressé par ce bouquin, etc. Et en fait il me l'a envoyé en PDF, je l'ai lu. Et je trouve ça vraiment génial. Et donc on va l'étoffer, on va le gonfler un petit peu parce qu'il n'y a pas assez de pages.
Et l'idée, c'est de lancer ce livre. Ce sera la 2e BD avec un autre auteur italien que je vais lancer. Alors, on est en train de travailler dessus. Je n'ai pas la date exacte de quand on va pouvoir le lancer. Mais je dirais qu'il y a déjà 70% du livre de fait. Donc, je pense que ça peut aller assez vite. Parce qu'en 2022, tu as sorti combien de livres? J'en ai sorti 4. Quand même, voilà. 4 juste pour expliquer, hein, t'étais tout seul. Non, en fait, j'en ai sorti 5. Je rappelle juste que tu fais ça tout seul, enfin avec ton graphiste Clément, avec... 5, mais je triche parce qu'en fait, il y en a 3, il y en a 2 qui ont des couvertures différentes. Il y a Heilbronn normal et Heilbronn lenticulaire, je compte comme 2 livres. Il y a Santa Frances en français et en anglais, je compte comme 2 livres. Et Bogus Book était terminé en 2022, mais il est sorti qu'en janvier 2023 parce que l'imprimeur avait du retard. Mais techniquement, pour moi, le financement était fait, les factures étaient faites, l'impression était lancée en décembre. Donc j'attendais que le livre soit physiquement livré, mais il a été conçu en 2022, en quelque sorte. Et là, en 2023, tu viens de sortir un livre. Ouais, je rappelle juste qu'on est en février. Alors c'est justement ce Bogus Book qui du coup a été livré il y a une semaine à peu près. On peut dire qu'il est sur 2023 plutôt que 2022, ça en ferait 4 en 2022 et en 2023. Et là concrètement pour 2023, pour le moment j'en ai 4 ou 5 d'alignés. J'ai un artbook avec un artiste qui s'appelle Polero, un artiste espagnol. Il a fait le Ravel, le Polero de Ravel. Ouais. Qui sera en 2 parties en fait. Je fais un couverture dure avec un petit supplément souple un peu coquin que j'avais déjà fait avec un autre artiste. Il y a un ZS. Voilà, avec OZS, c'est le même principe. C'est un double artbook en fait. Il y a un Bogus Book mais qui sera explicite, qui ne s'appellera pas Bogus Book, que je suis en train de terminer. Il y aura Santa Frances volume 2 en français et en anglais, et on travaille avec Olivier Coipel, l'artiste de Marvel, qui va nous faire une couverture inédite pour une édition limitée pour le volume 2. Est-ce que c'est un ami à toi, Olivier Coipel? Ouais, c'est un gars qu'on se connaît à travers les réseaux comics, etc. Parce que je suis gros fan de comics. Ah, vous connaissez en vrai, je veux dire? On se connaît en vrai, oui, on a sympathisé, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il m'a fait la préface de Heilbronn et de OZS. Donc il m'a déjà fait 2 préfaces et là on est en train de voir pour faire une couverture en édition limitée du 2e tome de Santa Frances. Et je rêve de faire un artbook avec lui. Je le tanne depuis 2-3 ans et j'espère que ça va porter ses fruits. Maintenant qu'il commence à voir ce que je fais, je commence à avoir un peu de crédibilité. Donc j'espère... Parce que c'est ça qui est dingue, c'est que maintenant quand un artiste tu le croises et que tu lui dis j'aimerais bien faire un livre avec toi, ça veut pas dire, c'est pas du baratin quoi, ça veut dire que déjà il y a déjà une sensation de sérieux derrière quoi, dans la proposition. Et on sait que toi quand tu dis quelque chose, en principe c'est suivi des faits quand même. En principe. C'est-à-dire que tu n'es pas trop à bidonner les gens, à leur dire ça serait de ça, c'est pas de ci. Non, donc, en principe quand je m'engage sur un projet, alors s'il ne se fait pas tout de suite, on le met on met sur pause, mais il n'est pas abandonné. Il y a 2-3 artbooks avec des artistes qu'on a commencé qui sont loin d'être terminés parce qu'ils n'ont pas fini de dessiner, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais je sais qu'ils vont se faire. En principe, quand je m'engage dans un projet, il se fait. Ce que je ne sais pas, c'est dans quel délai, sur quel calendrier. Mais en principe, une fois que je suis engagé sur un truc, je suis. J'imagine pour les artistes, comme c'est excitant quand tu leur dis on va faire un livre ensemble et qu'ils le savent. Et en ayant vu ce que tu as sorti récemment, c'est-à-dire si j'ai l'équivalent de ce que j'ai vu pour OZS, pour Heilbronn, tout ça, selon la dimension du livre, ça doit être très excitant pour eux. Quoi. Ouais, je vois par exemple Polero, quand j'ai dit que je ferais un livre avec lui, que je lui en ai parlé et que j'ai dit allez on fait un truc, il était comme un dingue, c'était jubilatoire, il en parlait à tout le monde, je vais faire un livre. À un moment j'ai dit mais attends, calme-toi, on va déjà faire le livre. Et puis j'ai été pas mal retardé avec les projets Heilbronn, Santa Frances et Bogus Book parce qu'il y a eu des soucis de papier, des soucis d'approvisionnement, toutes sortes de choses. Et du coup le projet Polero a été mis sur la touche pendant au moins pas loin de 4-5 mois. Et je l'ai contacté il y a un peu plus d'une semaine, j'ai dit écoute je t'ai pas oublié, on reprend le boulot, on boucle ton artbook, on se met dessus. Et là il est devenu comme un dingue. On a fait 2-3 pubs sur Instagram pour tester un petit peu en disant est-ce que ça vous dirait de voir un artbook de Polero. Et on a eu 300 ou 400 réponses positives en 24 heures, des gens qui envoyaient des messages ah oui très bien, prenez mes sous, truc rigolo, yes.
faut expliquer que ton quotidien, c'est un quotidien vraiment d'enragé. Parce que tu fais toutes les. Parce que j'ai la rage. Oui, déjà, mais je veux dire, c'est aussi bien toi qui va te faire livrer tes bouquins, qui va mettre dans ta cave, qui va retirer des palettes, c'est toi qui va faire ta maquette, c'est toi qui va aller au centre de tri, je ne sais pas combien de fois par semaine pour envoyer des bouquins, c'est toi qui va faire ta comptabilité, c'est toi qui va venir au mot à la bouche, la librairie de référence à Paris, pour emmener tes bouquins avec ton diable et puis les bouquins accrochés dessus. Enfin, je veux dire, c'est toi qui fais tout, quoi. Mais vraiment, ça n'arrête pas. C'est. Ouais, c'est assez rigolo parce que. Orchestre. En fait, je suis tout seul. Donc, entre choisir quel élastique utiliser, quel stylo, quel emballage, quel tarif de la poste, tout. Le moindre texte dans le moindre livre. À part le cas d'Albron où j'ai eu l'aide d'un journaliste, Thierry René, mais sinon j'écris tous mes textes. Les compositions, je travaille avec un graphiste, mais c'est quand même moi qui choisis les dessins, qui organise. Je fais absolument tout. Alors j'ai recruté une jeune fille dernièrement qui s'appelle Mélissa Poncin et qui m'aide vraiment, qui m'a beaucoup aidé depuis le milieu de 2022 à faire tout ce qui est facture et déclaration de douane, parce que chaque fois qu'on envoie des livres à l'étranger, faut faire les factures en 2 exemplaires, des déclarations de douane. L'administration française, c'est extrêmement lourd. Entre la compta, l'URSSAF, les factures, Et ma grosse frustration, c'est que je bosse non-stop et 80% de mon temps est passé sur des choses qui n'ont rien à voir avec les livres, qui sont des choses légales, qui sont des demandes administratives, des suivis de dossiers. Là, quand vous embauchez quelqu'un, c'est tout un. Moi, j'avais jamais embauché personne. Donc là, c'est la première fois que je suis employeur. Et c'est sidérant, les règles, les lois, les taxes, les trucs, les machins, Je dirais qu'heureusement tu es aidé par les gens de la Poste. Ouais. Qui te facilitent le travail. C'est une grande histoire d'amour. Chaque fois que tu me racontes des anecdotes avec la Poste, ça va être un livre. Il faut vraiment que tu racontes ça à l'occasion un jour parce qu'il y a un vrai livre à écrire. C'est parfois compliqué. Enfin, bref. Ce matin, par exemple, une anecdote, on est samedi aujourd'hui. Et j'avais des livres, parce que j'ai plus de 600 livres à envoyer pour le Beau Gosse Book 4 qui sont la suite d'un financement participatif. Donc maintenant, je dois envoyer les livres à tous les gens qui ont contribué. Et ce matin, je me suis levé tôt, j'ai préparé une 40aine de colis et je suis allé à la poste avant midi, au centre de tri. Et la personne qui est à la poste, je la connais, c'est un gars que je connais parce qu'il me voit arriver tous les jours, donc on se dit bonjour, on se connaît bien. Et là, il me voit arriver avec mes caisses, il me fait « Mais c'est pas vrai que vous bossez le samedi ?» Je dis « Bah oui ». Il me dit « Mais dis-moi, je comptais passer un samedi tranquille, je pensais qu'il plaisantait, mais en fait non. » Travaille à la Poste. Voilà, et il était tout seul derrière son comptoir, il n'y avait personne du tout. Je dis mais il n'y a personne, donc je ne dérange pas, je ne bloque pas le... Il dit non mais... Il dit qu'est-ce que vous auriez fait si j'avais fait grève? Je lui dis... C'est une bonne question. Je lui dis si vous avez fait grève, je serais rentré chez moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis mais vous savez, moi j'ai pas envie de travailler samedi non plus. Moi aussi j'aimerais bien passer mon samedi, faire un tour en ville. Je dis mais je suis auto-entrepreneur en quelque sorte, donc il dit ouais mais pas moi, hein. Moi je suis pas obligé de faire d'accord. Mais il dit mais vous inquiétez pas, je m'occupe de vos colis. Je dis merci. Du coup je suis parti. Tu lui as fait un bifton à côté? Non, t'aurais pu. Non, enfin c'est drôle parce que c'est des anecdotes, mais au quotidien sur des choses, il y a des. Donc non mais c'est vraiment excitant de voir un peu tout ce que tu prépares, tout ce qui est continu. Puis en fait, dans tout ce que tu viens de dire, je prends le pari qu'il y a des choses qui vont se greffer. Oui. Je pense qu'au moment où on se parle, on ne sait pas encore qu'il y a des choses qui vont apparaître dans ton planning et qui vont s'additionner. Ce qu'il y a de bien, c'est que les médias commencent à me remarquer un petit peu. Là, je suis en discussion avec le magazine Têtu qui veut faire un supplément BD pour le mois de mars et qui ont vu Santa Frances, qui ont vu le succès à Angoulême et qui commencent à discuter un petit peu avec moi pour faire un article potentiellement, etc. Un premier article au bout de 3 ans, je voudrais vraiment saluer leur réactivité. Ouais, alors mieux vaut tard que jamais, tu me diras. Mais, et puis par contre, il y a d'autres médias à l'étranger. Moi j'ai eu des articles dans des magazines, je sais plus si c'était pas au Guatemala, mais je sais pas, un truc complètement abstrait. J'ai réussi à travailler avec un site internet qui s'appelle Jock Life. Ils ont toujours été très sympas et pendant très longtemps je faisais des interviews d'artistes pour eux parce qu'ils avaient besoin de contenu pour leur site internet et ils avaient vu mes livres et je leur ai proposé, je leur ai dit écoutez, j'ai accès à des artistes, je fais un peu des interviews d'artistes, un peu comme toi tu fais tes podcasts avec les artistes, à moindre mesure, hein, et du coup on a publié des interviews d'artistes pendant 2 étés de suite, donc on arrive à créer des petits partenariats à droite à gauche et à se faire connaître.
Mais ouais, c'est lent. Enfin, ça ne fait que 3 ans et demi, en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans parce que je suis un petit peu au bout de ma vie là, en ce moment, niveau fatigue. Mais c'est vrai que j'ai du mal à réaliser que ça ne fait que 3 ans et demi. D'avoir 10 bouquins, d'avoir fait plusieurs salons, d'avoir fait bossé avec plus de 250 artistes. Et moi qui étais au téléphone parfois plusieurs fois par jour, hein, mais presque tous les jours, c'est impressionnant les difficultés qui se présentent devant toi tout le temps. Des nouvelles administratives, organisationnelles, parfois avec un imprimeur. Enfin, la liste est très longue et on ne va pas la citer parce que c'est long. Mais je me dis c'est fou parce que je pense vraiment que 90% des gens auraient abandonné. Parce que vraiment, il y a des moments, tu as envie de dire, c'est bon quoi. Ah bah, moi, il y a des moments, j'en peux plus. Vraiment des obstacles, tout administratif, production, machin, enfin, tout tombe. C'est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que c'est limite, on se lève le matin, on boit le café, et on se dit quel obstacle, enfin, quel problème je vais avoir aujourd'hui. On peut avoir une liste établie la veille de choses qu'on va faire. On se dit, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais finir ça, je vais envoyer ça. 9 fois sur 10 à la fin de la journée, on n'a pas fait moitié parce que il y a un bug, il y a un truc, je sais pas quoi, la fibre qui marche plus ou je sais pas quoi, ou le gars qui devait livrer un truc, il le livre que 2 jours plus tard et donc ça bouscule toute la chaîne de prod. Ou il y a un artiste qui a pas reçu son paiement sur PayPal parce qu'il y a eu un bug, il se passe toujours un truc. Et c'est vrai que ça demande une certaine ténacité. C'est presque un jeu à la fin. À la fin, c'est à se dire vas-y, allez, amenez-moi un problème et puis on y va quoi. Mais plusieurs fois, je me suis dit bon, j'arrête, j'en ai marre. Je me dis justement que ça devait vraiment se faire parce que il faut vraiment être toi avec cette espèce de rage personnelle, cette constance et cette résistance pour mener tout ça à bien. Parce que ça va au-delà du talent ou de l'intuition ou alors du sérieux du travail. Il y a un état d'esprit, quoi. Il faut être un warrior, quoi. Et moi, je pense vraiment, mais sincèrement, sans exagérer, qu'il y a 90% des gens qui lâcheraient, c'est certain. Moi, ce que tu me dis, rien que de l'entendre, j'en ai déjà marre, quoi. C'est impressionnant. Ce qui est marrant, c'est l'image. J'ai discuté avec un ami sur Paris, il me dit t'es un pitbull. Je dis non, arrête. Des fois, je dis les gens se rendent pas compte. Moi aussi, je procrastine. Moi aussi, il y a des jours, j'ai pas envie de le faire. Alors, ton procrastination me fait rigoler. Moi aussi, il y a des jours, j'arrive pas à bosser. Il y a des jours où je suis tellement épuisé d'avoir bossé non-stop pendant 6-7 jours qu'il y a des après-midi où je dis je vais me promener quoi parce que j'en peux plus. Et les gens me disent toujours ah mais non mais toi tu lâches jamais l'affaire et tout. Je dis non mais vous avez cette image du mec je sais pas quoi qui est. Mais c'est une réalité, tu n'arrêtes pas. Sur la durée peut-être, mais j'ai des jours comme tout le monde où il y a des jours où j'ai envie de jeter l'éponge. Je trouve pas. Enfin puis bon des fois jusqu'à point d'heure. Je ne pas savoir même ça t'occupe la nuit quoi, dans tes cerveaux. T'es pas levé, tu te lèves pas à 10h le matin quoi. Alors moi j'ai un rythme de travail qui est assez marrant parce que je suis extrêmement matinal. C'est-à-dire que moi naturellement je peux me réveiller à 5h30, 6h du mat sans réveil. Je suis du matin. Alors c'est une chance. Par contre, arrivé 15h, il n'y a plus personne. C'est 15h, 16h, mais c'est comme si il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Donc en fait j'ai un trou les après-midi. Donc je bosse le matin, donc vers 7h, 7h30, je commence à m'y mettre. Mon assistante arrive vers 8h30, donc on bosse, elle part vers 13h. Donc du matin, 7h, 7h30 jusqu'à 13h, ça bosse. Je mange, et 14h, 15h, ça commence à ralentir un peu, genre limite sieste. Et vers 16h, il n'y a plus personne. Et en fait, je ne retravaille plus avant, après le dîner. C'est-à-dire que je mange vers 19h, 20h, un truc comme ça. Et souvent, je me remets à bosser à 20h et je peux rebosser jusqu'à 23h. Alors, pas tous les jours, mais très souvent, je bosse un peu après le dîner. Alors, parce que aussi, je culpabilise de ne pas bosser l'après-midi. Ouais, mais toi, il y a un truc, c'est que tu travailles avec les anglo-saxons beaucoup. Aussi. Alors, tu as le décalage horaire, toi. Oui, il y a beaucoup notamment avec les artistes, il y en a beaucoup à l'étranger. Et donc, souvent, le soir, c'est mon occasion de prendre contact avec eux, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Parce que le matin, bien entendu, quand il est 9h du matin en France, il est 3h du matin aux États-Unis, donc sur la côte Est. Donc c'est. Et puis, tes ventes sont anglo-saxonnes pour une partie assez importante. Une grosse partie. Alors mes livres sont bilingues. En plus, je joue sur le côté aussi Showmington, Chaumont, Washington. Enfin, tout est joué sur le côté bilingue de mon entreprise. Et 70%, si ce n'est plus, de mes livres partent à l'étranger. Et les États-Unis sont mon plus gros marché.
Et actuellement, je suis en train désespérément de voir comment je peux distribuer mes livres aux États-Unis. Sauf que les transports pour envoyer des livres aux États-Unis, ça coûte une fortune. Les réseaux de distribution là-bas, c'est très compliqué. Il faut des quantités de stock énormes que je n'ai pas actuellement. Et on est en train vraiment d'essayer de voir comment, quand je dis on, je suis en train de voir comment... Oui, parce que je ne sais pas si c'est la deuxième personne. Je me disais on, je disais j'ai raté un épisode. Je suis plusieurs dans ma tête des fois. J'ai l'impression, oui. Il y a un comptable, il y a un peu tout. En fait, je cherche comment me faire distribuer aux États-Unis. Parce que si j'arrive à résoudre ce problème, là je suis vraiment lancé. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse aussi, c'est que médiatiquement, tu ne cherches pas de faire mousser sur le côté LGBT en fait. Parce que je vois des gens qui sont parfois un peu, je dirais, on peut pas dire que ça bosse très très fort, on va dire, pour être poli, et qui se font mousser là-dessus, qui arrivent à se, peut-être, alors pas forcément que LGBT d'ailleurs, mais qui trouvent une cause, je dirais, liée au féminisme ou je sais pas quoi, et qui font un peu leur beurre avec ça pour se faire mousser, et donc être très présent sur la chaîne médiatique. Savoir forcément beaucoup de production derrière. Ouais. Et toi, tu pourrais, de façon cynique ou de façon calculatrice, te dire je vais jouer cette carte-là, je vais être un peu le porte-parole de l'édition LGBT. Ouais, tu as toujours été là-dessus très réticent. On me l'a proposé plusieurs fois d'être un peu porte-parole, tout ça, et en fait, j'ai pas envie de ça. En fait, moi, j'ai l'amour des livres, j'ai l'amour de l'art, j'ai l'amour de toutes ces choses-là, et ce que je propose à travers mes livres, c'est pas dans un sens revendicatif ou dans un sens de lutte, un point social ou je sais pas quoi, reconnaissance de la classe LGBT, un truc comme ça. C'est vraiment l'amour des livres et l'amour de l'art. Non, mais tu pourrais par cynisme te dire en me faisant le porte-parole d'eux, voilà, c'est ça, tu vendrais quelque chose, tu vendrais plus tes livres. Ça pourrait je pense que c'est un terrain miné parce que bien que je sois dans ce milieu entre guillemets, je n'ai pas forcément toutes les clés. Aujourd'hui, dès qu'on commence à parler de LGBT, de revendications, d'identité sexuelle, machin, les droits, les trucs, c'est un champ miné. Il y a des dizaines, voire des centaines de sous-groupes qui chacun revendique un truc, veut un tel. Et en fait, quoi qu'on fasse, on est tout en train de marcher sur les pieds d'un autre, ou de prendre un groupe à rebrousse-poil, etc. Mon but, il est pas politique, c'est pas un combat politique que je veux mener. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment une très belle maison d'édition. Je mentionnais Taschen tout à l'heure, mais ça peut en être une autre. Je veux faire des beaux livres. Et il se trouve que ce sont des artistes LGBT qui s'expriment de cette façon. Moi, je vois par exemple Beau Gosse Book, il y a 80 artistes dedans. Chacun dessine à sa façon, ce qui lui plaît, ce qu'il trouve joli, etc. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont écrit en disant « Ah oui, mais tu n'as pas représenté tel sous-groupe. Oui, mais tu n'as pas représenté tel... » J'avais le cas, par exemple, quelqu'un qui me reprochait qu'on ne voyait jamais de personnes handicapées dans mes livres, ce qui est faux, puisqu'en plus, dans le premier Beau Gosse Book, il y a quelqu'un en fauteuil roulant, déjà. Donc, déjà, c'était raté. Mais du coup, ça devient cette course au catalogue de tous les sous-groupes LGBT, parce que LGBT, c'est LGBTAQ+, machin, enfin, toute une série de lettres de l'alphabet. Je crois que tu as oublié des lettres de l'alphabet, là. Voilà. C'est pareil comme le drapeau LGBT. Maintenant, le drapeau, avant, c'était le drapeau arc-en-ciel, c'était tout le monde. Maintenant, il y a un triangle rose, un triangle bleu, un triangle machin, il y a un rond vert, parce que ça, c'était le groupe, ça, c'était le sous-groupe. Et j'ai pas envie de partir là-dedans parce que c'est une sorte de piège et on s'en sort pas. Quoi qu'on dise, on va froisser un sous-groupe, un truc. Et moi, je fais vraiment pour l'amour de l'art et l'amour des livres au départ. Et donc, j'essaye d'éviter de partir là-dedans parce que c'est plus mon métier. Mon métier n'est pas... je ne suis pas un lutteur social, je suis pas un représentant de quelque chose. Je suis juste quelqu'un qui aime l'art et qui a envie de faire des beaux livres au départ. J'ai une question un peu plus... je me suis demandé si créer cette maison d'édition n'était pas une sorte de coming out en fait. Parce qu'en fait, tu n'es pas passé par ce truc-là. Mais en fait, cette maison d'édition, c'est quand même une façon d'afficher oui, maintenant les gens la qui couleur, voient ce que je fais. Enfin, les couleurs, d'arc-en-ciel en l'occurrence, mais je veux dire, je me suis demandé si inconsciemment, c'était pas une sorte de coming out, parce que c'est quand même, tu vas être plus exposé, je veux dire, à part si tu fais des films LGBT, je veux dire, ou si tu fais des pièces de théâtre LGBT, ou si tu fais des albums de musique, artistiquement, là tu développes des autres artistes, ouais. Quoi. Là, c'est une façon quand même de militer, que tu veuilles ou non, je veux dire, tu permets à une littérature ou à un art
une dimension artistique d'exister si tu n'existais pas toi, il y a tous ces artistes là, maintenant on a 200, je sais pas combien, qui n'auraient pas eu leurs leurs dessins publiés dans un livre au moment où on parle. Peut-être qu'ils l'auront un jour, mais beaucoup se sont limités à Instagram et compagnie. Il y a quand même une dimension. Ce qui est marrant, c'est que c'était pas, oui, comme tu dis, c'était inconscient, et je pense que tu as utilisé le bon mot, parce que quand j'ai lancé ma maison d'édition, quand je voulais faire de l'édition, au départ, je voulais faire de la BD. Au départ, on avait fait Egoscopique ensemble. Des BD, quoi. Je voulais faire de la BD. Et moi, j'aime beaucoup, en plus, on a fait, tous les deux, on a fait de la BD underground, BD franco-belge, etc., qui n'a absolument rien à voir avec le LGBT. Super-héros aussi. Et moi, au départ, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire de la BD, mais même du comics, le comics américain, super-héros. Je voulais vraiment partir là-dedans. Puis je me suis dit, jamais je vais faire de l'argent avec ça. Enfin, je vois absolument pas comment je vais pouvoir sortir mon épingle du jeu avec ça. Et en fait, j'ai commencé à regarder sur Kickstarter, qui est une plateforme participative où beaucoup de gens proposent des projets. Et complètement par hasard, je suis tombé sur un projet LGBT qui avait cartonné, qui s'appelait Burl and Fur, et avec pas mal d'artistes dans le bouquin. Et ils devaient avoir un budget de 14 000 $, je crois, à l'époque. Ils étaient montés à 54 000 $. Donc un carton. Et le projet était terminé, et il y avait des gens qui avaient laissé des commentaires en disant « Mais quand est-ce que vous faites la suite ? Quand est-ce que vous faites la suite ?» Et c'était 4 gars qui avaient bossé ensemble sur ce projet. Ils avaient dit « Bah non, on a fait ça pour s'amuser, on fera pas la suite. C'était juste un projet comme ça. » Et moi, avec mon esprit commercial, je me suis dit « Mais attends, tu veux 14 000 $, t'en fais 54 000 ?» Les gens redemandent, et tu dis « Non, fais pas la suite. » Je dis « Bah, moi je vais la faire la suite. » Sauf que c'est un projet moins joli esthétiquement, peut-être. Ah bah c'était un petit bouquin, couverture souple, format A5. Enfin c'était vraiment un petit truc, quoi. Si j'ose dire, je n'ai pas fait la même course. Non seulement tu as repris, mais tu as monté plusieurs points au-dessus. Oui, alors l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ça a marché. Et en fait, en regardant, je me suis dit, il y a très peu de publications LGBT, d'art, d'illustration, de design. Il y en a très très peu, donc à mon avis c'est pour ça que ça marchait. En plus, ils avaient trouvé des artistes sympas, ils avaient bien fait leur campagne et tout. Je me suis dit, je vais faire mon livre. Mais du coup, je me suis lancé dans le LGBT suite à ce projet que j'ai vu par hasard. Et quand j'ai vu le succès de ce projet, je me suis dit, là, il y a un potentiel commercial. Donc je me suis dit, quitte à lancer des projets, essayons de lancer des projets très commerciaux dès le début. Et s'il y a de l'argent qui rentre, ça me permettra de prendre plus de risques sur des projets qui peuvent paraître moins commerciaux, par exemple du comics ou de la BD autre. Et puis finalement, le premier livre a bien marché, donc on m'en a demandé un deuxième, j'ai fait le deuxième. Et puis en fait, les choses se sont enchaînées très vite, avec une très grosse demande. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une loyauté chez les gens qui achètent mes livres. C'est-à-dire que maintenant, quand je sors le 10e livre, et quand on fait la facture du gars qui a commandé, on se rend compte qu'il a commandé les 7 ou 8 autres avant. Donc j'ai un suivi très très fort. Il y a un esprit de collection qui est complètement inattendu et qui... T'as un public. Voilà, et ça me fait jubiler, moi, parce que moi, bien entendu, j'ai tous mes livres sur une étagère et je les regarde comme étant mon espèce d'œuvre, mes bébés, machin, etc. Mais il y a des gens qui envoient des photos de leur bibliothèque où ils ont tous les livres sur l'étagère, tous les livres alignés. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, les gens ont acheté tous les bouquins, quoi. Et c'est une de tes bébés à récompense, ça. Ouais, et puis surtout, quand on voit d'où viennent les photos et les... Enfin, moi, je fais les étiquettes tous les jours pour envoyer les livres. Il y en a un qui part à Hawaï, il y en a un qui part à Tokyo, il y en a un qui part à New York, il y en a un qui part à Berlin, il y en a un qui part... Enfin, il y a des destinations complètement... dans une espèce de village en Écosse, il y en a un autre qui part... C'est complètement aléatoire. Et les livres partent vraiment dans le monde entier. C'est-à-dire que quand on envoie 700-800 bouquins, sur les 500 qui vont partir aux États-Unis, il y a tous les États, quoi. Il y a des États complètement... toutes sortes d'États. Mais alors, il y a aussi un truc... Après, je vais arrêter parce qu'on pourrait parler des heures. Ouais. Mais tu as un problème un peu avec les salons. Parce que finalement, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir participer à des salons, pouvoir vendre tes livres sur... il n'y en a pas tant que ça, des salons. Par exemple, tu cartonnes bien avec dans les librairies spécialisées comme les mots à la bouche. Tu as été à Angoulême, ça a cartonné. Voilà. Et peut-être c'est difficile de trouver peut-être des salons... Oui, alors, les mots à la bouche, France. c'est une librairie vraiment spécialisée LGBT. C'est littéralement des partenaires. Ils ont vraiment été là depuis le début. Ils adorent les livres. Ils les mettent en valeur et ils vendent énormément de livres. Donc ça, c'est génial avec eux. Mais pour en venir au salon, effectivement, le problème quand tu fais du LGBT, c'est que c'est un marché niche. Et quand tu vas à un salon,
t'as plein de tables avec plein de gens qui exposent. Et puis moi, mon marché, s'il y a 5% des gens qui sont intéressés par ça, sur un public de 300, 500 personnes qui viennent à un salon, tu n'en récoltes que peut-être 50 ou 40 qui sont peut-être intéressés. Et sur ces 40, tout le monde ne va pas acheter ton livre. Donc c'est extrêmement, c'est vraiment un entonnoir, quoi. C'est vraiment, et le problème, c'est de trouver des salons suffisamment grands, qu'il y ait suffisamment de monde qui viennent pour pouvoir attraper ce faible pourcentage. C'est un marché niche. Angoulême, ça a très bien marché, mais parce qu'Angoulême, il y a, 30 000, 40 000 personnes qui viennent sur 4 jours, 5 jours. Donc avec ce nombre incroyable de gens qui viennent, j'arrive à choper un pourcentage suffisant pour vendre. Et là, le but de ma maison d'édition aujourd'hui, c'est d'étendre les publications au-delà du LGBT. Parce que là, je suis labellisé LGBT, mais moi, j'ai toujours l'amour de la BD, j'ai toujours l'amour du comics, j'ai toujours l'amour du graphisme. Et je veux que ma maison d'édition se diversifie. Parce que le problème d'un marché niche, c'est qu'ils sont peut-être très fidèles, mais c'est aussi un marché restreint. Et moi, je veux toucher à un public très large, parce que le but, c'est d'en vivre. Et donc, ouvrir mon catalogue à des éditions qui ne seraient pas LGBT me permettrait de participer à toutes sortes de salons de BD traditionnels, comme un Quai des Bulles, ou comme un Val en Bulle, ou comme, je prends des exemples en bulle, mais le salon de Vitry qu'on a déjà fait ensemble, le salon de la BD indépendante de Châlons-en-Champagne que tu as organisé avec Éric de Flandre et d'autres. C'est tout à fait le genre de salon auquel je veux participer. Mais je ne peux pas participer qu'avec du LGBT. Il faut que j'étende la gamme. Bon, écoute, on va suivre ça de très très près. En tout cas, c'est une sacrée aventure. Et puis régulièrement, on fera des émissions pour voir la suite. Parce que avec plaisir, ouais. J'ai l'impression que c'est pas fini du tout cette affaire-là. Quand je vois ce qui est fait en 3 ans, j'ose pas imaginer quand on arrivera à 5 ans. Ça va être incroyable. Peut-être des dessins animés. Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, en tout cas, c'est vraiment génial. Et on remerciera le café où on était pour tous les petits bruits d'ambiance qu'on a eu. Ouais, mais il y a du monde, mais c'est bien, ça bouge, c'est vivant, ça fait du bien. Ouais, on a des personnes âgées qui faisaient du bruit aussi, il y avait tout, un peu. Des enfants, des gamins. C'était sympa. Ouais. Bon, à très très vite, David. Merci Jérôme, à bientôt.